Tout à fait, et nous sommes toujours en effervescence, mon cher Christophe, pour cette 3e partie de Radio Liprane. Nous allons aborder le sport. Et savez-vous, mon cher Baptiste, que le QH pourrait être pris dans une importante vague de dépression, et ce, dès demain matin? Je dirais même que le taux de suicide, mon cher Christophe, pourrait exploser au sein des promos de M1 et M2 du QH. Bon, vous y allez un petit peu fort tout de même, mais bon, c'est vrai que le résultat du match France-Ukraine de mardi soir pourrait soit entraîner une liesse ou au contraire une déprime générale sur tous les fans de football. Et un jingle un peu spécial pour cette 3e mi-temps aujourd'hui. On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout, votre passion toujours nous rassemble. Allez les Bleus, on est tous avec vous. Aurons-nous la joie de fredonner Johnny cet été? Rien n'est moins sûr. Et l'heure est grave après la défaite 2-0 en Ukraine de l'équipe de France de football en match aller du barrage de qualification pour le mondial. On retrouve nos robes noires du sport qui vont plaider la cause de cette équipe. Alors Nicolas, avocat de la défense, commis d'office, les Bleus peuvent-ils le faire? Historique, le voilà le mot qui qualifie notre situation. Je dis nôtre car l'équipe de France est en chacun de nous. Qui n'a jamais vibré pour nos Bleus, capables de faire revivre la libération sur les Champs-Élysées, pleurer devant cette Coupe du Monde 2006 qui s'échappait à Zidane? En Ukraine, nous avons fauté. Nous sommes conspués et à juste titre. Manque d'humilité, d'envie, d'impact, nous avons perdu la bataille de Kiev. Mais l'occasion est belle d'écrire l'histoire, de faire l'histoire, de marquer l'histoire dans un stade de France prêt à fusionner avec ce 11 qui a oublié d'être une équipe. Souvenez-vous-en, prédicateur funeste, quand nous chanterons en chœur le Te Deum. L'équipe de France s'est construite dans la douleur et l'adversité. 1998 et l'affaire Jacquet, 2006 et le ta gueule l'ancien Nassaniol déterminé. Alors quelques raisons d'y croire. Perdre de 2 buts n'est pas infamant. Emballons la rencontre, tordons le cou au colosse des Carpates. Olivier Giroud appelle au combat, j'appelle à la mobilisation. Valbuena, notre petit vélo national, regonflé à bloc, va faire son entrée dans le 11 de Capitaine Deschamps. Je réponds au sourire moqueur qui n'a jamais déçu en bleu. Il devra alimenter notre duo offensif, composé de Benzema et Ribéry. Des hommes vexés, des joueurs revanchards face à une équipe ukrainienne décimée. Oui, jamais aucune équipe européenne n'a passé un tel obstacle en barrage de Coupe du Monde. Mais d'autres l'ont fait ailleurs. L'exploit est toujours inattendu. Donnons-nous une chance en commençant par y croire. Des bleus outragés, des bleus brisés, des bleus martyrisés, mais des bleus qualifiés. Merci général. Vous étiez survolté, Nicolas, merci beaucoup. Maintenant, c'est Maxime qui, vous ne pouvez pas le voir, mais il est arrivé dans le studio vêtu de noir. On dirait qu'il porte déjà le deuil des espoirs de qualification de l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde au Brésil ce soir. Pour Maxime, notre procureur s'est foutu et il nous explique tout de suite pourquoi. Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais franchement, je n'y crois pas. L'équipe de France n'a pas 36 possibilités de retourner la situation ce soir. Soit elle l'emporte 2-0 au bout du temps réglementaire et de la prolongation et se qualifie au tir au but, soit elle doit obligatoirement gagner par 3 buts d'écart. L'équipe de France n'y arrivera pas parce qu'elle est trop faible offensivement et trop fébrile défensivement. Je ne pense pas, comme plusieurs consultants célèbres, que la France a perdu vendredi dernier parce qu'elle manquait d'envie. D'ailleurs, sans entrer dans les détails des statistiques, les Bleus ont remporté plus de duels que les Ukrainiens pendant ce match. Le problème de cette équipe, c'est que justement, ce n'est pas une équipe. Les joueurs ont fait les efforts en match aller en Ukraine, mais ils les ont fait individuellement, chacun de son côté. Ce n'est pas un hasard si les meilleurs Français de cette rencontre ont été Pogba et Matuidi. C'était les seuls qui ont essayé de faire jouer leurs partenaires. En attaque, tout le monde a voulu faire la différence individuellement. Ribéry est peut-être très en forme en ce moment, mais il s'est acharné à dribbler alors qu'il avait à chaque fois 2 voire 3 adversaires sur le dos. Je suis persuadé qu'ils ont tous envie d'aller à la Coupe du Monde au Brésil. Je suis sûr qu'ils veulent bien représenter leur pays et qu'ils aiment le maillot bleu. Je ne leur fais pas ce procès-là. Mais les joueurs de l'équipe de France ont oublié que le foot est un sport collectif. Voilà la réalité. Et puis les joueurs manquent de lucidité. On les entend beaucoup dire « Si on joue à notre niveau, on a plus de talent que les Ukrainiens ». Encore une fois, c'est sûrement le cas individuellement, mais pas dans le jeu d'équipe. Et ça ne s'invente pas en 4 jours. Devant un public du Stade de France réputé difficile et impatient, la mission me semble donc impossible ce soir. Mais j'espère me tromper, parce que vivre une Coupe du Monde de foot sans la France, ça ne me réjouit pas, loin de là. On espère que vous allez vous tromper, Maxime, et on espère que ce sera Nicolas qui aura raison. Maintenant, c'est Charles qui va nous faire un petit condensé, une synthèse de vos deux visions. À vous, Charles. Qu'il paraît loin le Brésil.
À vous écouter, mes chers amis, j'ai bien l'impression que l'équipe de France va manquer ce qui sera sans doute l'une des plus belles Coupes du Monde de l'histoire au pays du football. Oui, Nicolas, je me demande si le Stade de France est prêt à s'emballer pour cette équipe. Hier soir, la radio RMC annonçait que de nombreuses places restaient encore disponibles. L'union sacrée, demandée par le sélectionneur de l'équipe de France et par certains dirigeants de la classe politique, semble donc bien loin. Certes, l'équipe de France s'est construite dans l'adversité, mais que ce soit en 98 ou en 2006, elle était toujours composée de joueurs capables d'être des leaders, sûrs et en dehors du terrain. Laurent Blanc, Didier Deschamps en 98, Thuram, Zidane, Vieira en 2006. Depuis 7 ans maintenant, l'équipe de France se cherche ce genre de joueurs et elle serait bien inspirée d'en trouver un ce soir avant qu'il ne soit trop tard. Oui Maxime, cette équipe n'en est peut-être pas une. Mais comment être une équipe quand notre capitaine s'appelle Hugo Lloris, qui même énervé ne ferait pas de mal à une mouche, et que Patrice Evra, l'homme responsable de la grève en 2010, fait régner sa loi dans le vestiaire. Le manque de lucidité, voilà peut-être ce qui caractérise le mieux cette équipe. Cela fait tant d'années qu'on entend dire qu'elle regorge de joueurs pétris de talent et qu'elle est incapable de battre les meilleures équipes du monde. J'ai bien peur que nous payions ce manque de lucidité ce soir. Merci à vous trois et c'est sur cette note grave que nous allons nous dire au revoir. Je vous souhaite bonne chance et je rappelle à nos auditeurs de Radio Liprane que cette émission a été enregistrée et avant le match, vous pourrez d'ailleurs la réécouter. Allez-y Nicolas, vous avez quelque chose à dire ? Mais on y croit tous, un peu. Vous y croyez un peu, beaucoup. Salut à tous et à bientôt pour la troisième mi-temps. À la semaine prochaine. Là, c'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Bon courage aux Bleus, vous pourrez réécouter cette chronique après la diffusion du match et nous revenons maintenant sur un ton un petit peu plus sérieux parce que l'actualité l'exige aussi. Nous passons à la géopolitique et cette semaine Antoine, nous allons parler des enjeux sous-jacents de l'aide humanitaire aux Philippines. Et oui, messieurs, cela fait maintenant une semaine que le typhon Haiyan s'est abattu sur l'archipel. La situation reste encore inextricable sur le terrain. Les Nations Unies dénombrent pas moins de 4000 morts, ainsi que plusieurs millions de déplacés. Nous accueillons donc cette semaine Célia Abe, proche collaboratrice et accessoirement nièce du Premier ministre nippon Shinzo Abe. Bonjour Célia. Konnichiwa. Le Japon pose à nouveau ses pièces sur l'échiquier politique en Asie. Après le typhon Haiyan, quel est vraiment l'intérêt de l'archipel à venir en aide aux Philippines ? Alors l'intérêt est surtout politique. Le pays a apporté 52 millions de dollars aux rescapés et a envoyé plus de 1000 soldats sur place. Il s'agit de la plus grande mobilisation des forces d'autodéfense en dehors de leurs frontières depuis la Deuxième Guerre mondiale. En investissant autant sur place et en voulant montrer l'efficacité de ses troupes, le Premier ministre Shinzo Abe espère pouvoir modifier la Constitution. Mais justement, qu'implique la constitution du Japon ? Pourquoi se fait-il si discret depuis la Seconde Guerre mondiale ? La Constitution restreint la puissance du Japon puisque l'article 9 dispose que le Japon renonce à jamais à la guerre. Pour certains, cela signifie que le Japon ne doit pas avoir d'armée. Mais pour d'autres, cela veut simplement dire que les forces armées ne doivent pas servir pour attaquer. Shinzo Abe fait partie de ce groupe et voudrait justement se servir de cette catastrophe pour renforcer le poids des forces d'autodéfense et ainsi contrer l'influence de la Chine en Asie. Au-delà de l'enjeu politique, le Japon met également en œuvre des moyens technologiques et considérables et son expérience sur le terrain. Oui, puisque les médecins envoyés sont équipés de kits de radiologie sans fil, reliés par des tablettes. Ce matériel permet aux médecins de visionner directement l'intérieur du corps des patients pour pouvoir déceler d'éventuelles blessures. Et c'est la première fois que ce matériel, développé après le tsunami de 2011, est utilisé lors d'une catastrophe naturelle. Merci Célia Abe. Rémi Carlier, nous accueillons maintenant. Vous êtes un ancien marine, un ancien amiral 3 étoiles de la 5e flotte américaine. Vous connaissez bien le terrain d'ailleurs, vous avez tragiquement perdu votre jambe en guerre de Corée. Oui, très dure époque. Après le Royaume-Uni et le Japon, les USA sont le 3e pays à apporter leur aide en termes financiers. En quoi se traduit concrètement cette aide sur le terrain ? Eh bien, les États-Unis ont apporté une aide financière de près de 15 millions d'euros, complétée par une importante aide en matériel. Le porte-avions George Washington est arrivé aux Philippines jeudi dernier, avec à son bord 5000 Marines et plus de 80 aéronefs. Tout ceci a été accompagné de 2 croiseurs, 2 destroyers, un navire de ravitaillement. On a aussi une quinzaine d'hélicoptères Seahawk qui portent assistance à l'armée philippine pour venir en aide aux sinistrés et leur apporter de la nourriture et du matériel de première nécessité. Les USA sont en pleine manœuvre politique pour se repositionner sur le Pacifique. Pourquoi un tel déploiement ? Eh bien, la puissance navale américaine permet de marquer des points politiques lors des catastrophes naturelles et de gagner la sympathie des pays auxquels ils portent assistance. En retour, il y a évidemment une attente de renforcement des liens avec les pays concernés.
D'ailleurs, Rémi, les USA et les Philippines ont une longue histoire commune. Et oui, les États-Unis avaient acheté les Philippines à l'Espagne pour 20 millions de dollars en 1898. L'ancien colonisateur, c'est aujourd'hui un allié très influent des Philippins, mais ça ne les avait pas empêchés de fermer 2 bases militaires, l'une de la marine et l'autre de l'Air Force en 1991. Aujourd'hui, la montée en puissance de la Chine et ses différents territoriaux avec Manille en mer de Chine pourrait amener les États-Unis à retrouver une présence militaire dans l'archipel. Mais justement, qu'en est-il de l'imposant voisin chinois ? Alors les Chinois, ils n'ont pas fait grand-chose. Pékin a provoqué un tollé la semaine dernière en proposant la somme dérisoire de 74 000 € aux sinistrés, soit autant que le Vietnam. Mais vendredi, ils ont finalement promis de verser 1,3 million d'euros face à la controverse en fonds et en matériel. En effet, la Chine défend vigoureusement son avant-garde et elle revendique même des archipels en territoire philippin. Oui, il y a dans cette aide très faible une raison. Manille et Pékin sont opposés par un différend territorial en mer de Chine méridionale. La Chine revendique la souveraineté de l'atoll de Scarborough à seulement 200 km des côtes philippines. Et l'année dernière, ils en ont pris le contrôle. Donc les tensions étaient encore très vives avant l'arrivée du typhon et elles le sont toujours. Bon, merci bien Rémi. Donc, l'actualité aux Philippines a provoqué une secousse considérable sur la scène internationale et jusqu'à Varsovie dernièrement, qui accueille en ce moment la conférence de l'ONU sur le climat. À cette occasion, il faut espérer que les lignes bougent enfin sur la prévention face au changement climatique. Merci Antoine, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique géopolitique et on vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez faire un don pour les Philippines, vous pouvez vous rapprocher par exemple de la Croix-Rouge française ou encore du Secours populaire. Nous passons à un sujet beaucoup plus léger. C'est le cas de le dire. Merci d'avoir trouvé le mot Christophe. Booba et La Fouine se détestent. À coups de Nicta et de fils de ils font voler les noms d'oiseaux dans une prosopopée qui nous laisse pantois, Christophe. Mais ceux qui vont vous présenter cette chronique, eux, John et Tommy, ils ne se détestent pas, ils sont polis, gentils, doués et courtois. Ils nous présentent The Chronic. The Chronic. Wesh les bobos. Cette semaine, on vous propose une petite balade musicale dans le 93, cette Seine-Saint-Denis tant aimée des journalistes. Direction Blanc-Ménil et la rappeuse Kazay. Voilà déjà plus de 15 ans que cette banlieusarde originaire de Martinique défonce les micros pour le plus grand plaisir des amateurs de rap hardcore. Kazay, c'est pas du rap de fillette. Ah non, c'est pas du rap conçu pour rassurer la ménagère de moins de 50 ans non plus. Les titres des mixtapes qu'elle a sortis avec son groupe Enfalche sont éloquents. Que de la haine volume 1, que de la haine volume 2, que de la haine volume 3 et le petit dernier, Représailles. Tout de suite, un extrait de la chanson Ma patrie mon clan pour vous mettre dans le bain. Brûle, ma jeunesse crame, mes finances attaquent le bourge comme on attaque une diligence. Traîne sous les arches, marche sous les porches, aime que l'alcool me saoule et m'écorche. Rêve d'être riche mais me lève dans la dèche et porte la peau qui partout en empêche. Alors Kazay, de son vrai nom Cathy Palen, est née en 1976 à Rouen et c'est à l'adolescence qu'elle se prend de passion pour le rap. Elle enchaîne ensuite les freestyles, les mixtapes, les petites scènes avant de sortir son premier album en 2006 intitulé Tragédie d'une trajectoire. Et c'est avec ses textes assez crus qu'elle s'impose vite comme un poids lourd du rap indépendant. Au niveau du style, beaucoup classent sa musique dans la catégorie hardcore. Kazay, quant à elle, préfère la qualifier de rap de fils d'immigrés et va carrément jusqu'à refuser l'étiquette de rap français. Alors John, on a l'impression que Kazay exploite les côtés sombres de la société française. C'est vrai Tommy. Kazay dénonce de manière quasi obsessionnelle le passé colonialiste et esclavagiste de l'État français. Dans la lignée des poètes de la négritude, elle exprime dans ses chansons sa haine du racisme. Et c'est tout logiquement en 2005 qu'elle a pris position en faveur des émeutiers de banlieue. Donc si je comprends bien, Kazay se place plutôt du côté des rappeurs très engagés. On peut dire ça, mais rien à voir avec les grandes figures du rap français engagées comme Assassin et Kenny Arcana. Dans ses chansons, Kazay ne fait pas de grandes démonstrations politiques. Avec son regard acéré, elle cherche simplement à décrire la réalité de la banlieue nord. Bon, on va tout de suite écouter ça avec un extrait du titre L'Exclu. Je parle de moi, de pagne, de ma trace, de pagne, de ma race.
face qui saigne, de leur loi qui règne, de larmes, de grogne, de hargne, d'ivrogne, de police qui brandissent leurs armes sans vergogne, de crimes, d'intérim, de déprime, de ceux et celles qui ne riment plus à rien et suppriment ceux qui prennent du Roxate, Espéra, les Tranxènes, assimilent, attimilent la roxy, les toxines, de routine, drogue, nicotine, frères qui cantinent, pères qu'on piétine, famille nombreuse et clandestine, mère qui s'obstine, patron qui vole et baratine, gosses qu'on destine au béton depuis la tétine, de platine, micro-feutrine, de péter les vitrines de leur doctrine, leurs drapeaux qui veulent me foutre sur la poitrine, de leurs sirènes qui s'illuminent comme à la fête foraine, de mes migraines que j'élimine à grands coups de cachet d'aspirine, de ma haine, de l'insigne, d'esquiver leurs consignes quand ils m'assignent dans mes tours et c'est ma mort qu'ils signent, de cramer leurs enseignes, des mensonges qu'ils m'enseignent et de Paname qui baignent dans la panique quand les lumières s'éteignent. Et dans l'agenda strasbourgeois, ne ratez surtout pas la soirée HK Crew au Molodoy. Donc ça va se passer le vendredi 26 novembre à partir de 21h. Au programme, DJ6PK, Les Sauces et surtout SwiftGad. Au prix de 6 €, on aurait tort de s'en priver. Alors la tête d'affiche de ce concert, c'est bien sûr SwiftGad, rappeur indépendant de Montreuil. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on écoute tout de suite un extrait de son titre, Fleur de bitume. Enjoy et à la prochaine. La fleur se dessèche alors elle boit sans arrêt. Elle prend racine au pied d'une boîte dont elle s'est fait rembarrer. Car elle a les mains sales et les poumons encrassés. Parce que la fleur du bitume peut même tomber dans la C. Elle en a marre quand certains voudraient l'acheter. Car ici même les vierges se font traiter de tasse-paix. Elle est très souvent rejetée, pourtant elle reste ici. Elle résiste au climat ainsi qu'à tous les pesticides. La merde c'est de l'engrais, la graine y pousse plus vite. Et quand elle est mauvaise elle fait souvent des coups stupides. Mais pourvu qu'elle encaisse avec le goût du risque, pourvu que tous les ennemis détalent avec les couilles humides. C'est la fleur de bitume qui pousse à l'ombre des bâtiments. Elle se nourrit de cash, aussi de la peur des habitants. Elle en a marre, elle dépérit pratiquement. Elle attend d'être un arbre ou bien elle attend la quitte. C'était assez particulier. Écoutable. Il faut aimer. Voilà, ça a été écouté. Bon, on les retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique rap. Non, on va les soutenir parce que sinon Tommy et Jonathan vont nous mais faire la évidemment. Non, on soutient évidemment. Hein. C'était de très beaux extraits, franchement. C'était lunaire. C'est vrai. Ouais. Très bel extrait. Très bel extrait. Non, merci les gars. Franchement, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va passer à l'écologie et donc nous accueillons désormais la Brigitte Bardot des légumes bio. Mais elle parle parce qu'elle mange bien, elle restera toujours belle. Pas comme Brigitte Bardot justement, parce qu'elle a morflé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Elle n'a plus tout à fait la voix aussi douce que notre Cécile, qui a écrit cette chronique avec notre gladiateur écolo qui s'appelle Pierre Chambaud, mais qui aujourd'hui prend des photos. Dis donc, qu'est-ce que ça fait comme rime. En tout cas, elle a la voix douce. Bonjour Cécile, aujourd'hui, vous nous parlez du festival alimentaire TE2RE. Et oui, et c'est juste moi, parce que Pierre fait son timide. Mais alors, savez-vous ce qu'est l'agroécologie ? Non. Ou alors la sécurité alimentaire ? Non. Non plus. Pas encore. Samedi prochain, à 15h30, le documentaire Pain des tropiques de Bernard Simon est projeté à Strasbourg. L'occasion de découvrir une autre agriculture à travers ce film qui traite de la sécurité alimentaire à Haïti. L'objectif ? Garantir aux habitants l'accès aux denrées alimentaires. Pour l'atteindre, il est possible de relocaliser la production, de développer les cultures vivrières et d'utiliser les techniques de l'agroécologie. Derrière ce nom barbare se cache en fait une agriculture soucieuse du développement durable. Elle met en valeur les semences locales et les techniques traditionnelles. L'agroécologie permet ainsi de réduire l'érosion des sols et la désertification. Un nouveau modèle agricole que ce documentaire vous permet de découvrir. Son réalisateur, Bernard Simon, un familier des ONG et qui a vécu 4 ans en Afrique, nous fait suivre la fabrication de la cassave, une galette traditionnelle faite de manioc. La projection de ce film est organisée par Ingénieurs sans frontières, ou ISF. Cette ONG, fondée il y a 30 ans, contribue à la création de projets d'infrastructures dans des pays en voie de développement. Pour vous parler plus en détail d'ISF Strasbourg, ce sont des étudiants de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, de futurs ingénieurs donc, qui s'engagent pour aider à un accès plus juste à l'eau partout dans le monde. En marge de ce film, ISF propose une intervention de Christiane Jung du CCFD et de Gisèle Dabir, une sociologue qui travaille sur la souveraineté alimentaire de son pays, le Burkina Faso.
Une bonne occasion de discuter concrètement de l'application de l'agroécologie dans les pays en développement. Et cette projection, ma chère Cécile, elle a lieu dans le cadre du festival alimentaire, justement ? Et oui, comme vous le savez peut-être, depuis le 15 octobre et jusqu'au 30 novembre, des projections de films sont organisées dans toute la France à l'occasion du festival du film documentaire alimentaire. Et donc ça s'écrit TE2RE. Ce festival propose chaque année depuis 2007 une sélection de documentaires sur les questions de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde. Le but est de sensibiliser le public aux inégalités croissantes entre les pays producteurs et les consommateurs. Le festival aborde également les questions de la faim dans le monde, du gaspillage et présente des modèles agricoles alternatifs, plus soucieux de développement local et de durabilité. Cette année, 6 films ont été sélectionnés, dont Le pain des tropiques, et sont diffusés dans toute la France par les partenaires locaux. À Strasbourg, l'initiative est organisée par 2 associations étudiantes, ISF et Campus Vert, une association qui propose des paniers de légumes bio aux étudiants. Alors, notez-le dans vos tablettes, la projection de Pain des Tropiques, c'est samedi prochain à 15h30 dans les locaux de l'ENGES, 1 quai Coche à Strasbourg. Et pour trouver les autres projections du festival alimentaire près de chez vous, allez voir sur le site www.festival-alimentaire.org. Merci Cécile. Merci, Cécile. Vous On avez ira dû noter jeter dans un vos coup d'œil. tablettes. Les tablettes, c'est quand même pas très écolo. C'est mieux de le noter sur un papier, vous êtes d'accord avec moi ? Un papier recyclé même. Mais non, les tablettes, c'est l'avenir. Ah, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ok, bon, ben c'est l'avenir. Parfait. En parlant d'avenir, on va passer au futur et à justement une question qu'on se pose et qui pourrait bien éventuellement changer notre futur. On va passer à la chronique science. C'est vrai. Est-il possible de conserver éternellement sa jeunesse ou encore de réparer ses blessures, comme le ferait un super-héros ? Je vous pose La question peut faire sourire, Christophe, vous avez tout à fait raison. Et pourtant, ce n'est peut-être pas de la science-fiction. Expliquez-nous tout cela, Gabriel, s'il vous plaît, car ça pourrait très bien intéresser certaines filles de notre promotion. Bonjour. Bonjour à tous. Il s'appelle LIN28A, vous ne le connaissez pas, c'est un gène de votre corps, il dort depuis votre naissance. En lui se cachent peut-être des pouvoirs insoupçonnés. 10 chercheurs de l'université de Harvard aux États-Unis prennent ça très au sérieux. Ils ont publié ce mois-ci une étude dans le dernier numéro de la revue Cell, CELL. Elle parle de ce gène capable d'accélérer considérablement la régénérescence des cellules. Chez un individu adulte, il dort. Au stade embryonnaire, il est très actif. Eh bien, les scientifiques ont créé des souris mutantes capables d'activer ce gène. Ils ne s'attendaient pas exactement à ce résultat puisqu'ils travaillaient sur d'autres de ses vertus médicales. Ils ont percé les oreilles des souris génétiquement modifiées pour les différencier des autres. Mais ils se sont rendus compte quelques heures plus tard qu'il était impossible de les reconnaître. La peau avait parfaitement cicatrisé, elles ont réparé beaucoup plus rapidement tous leurs tissus, même les os, les cartilages, etc. Alors comment ça marche ? Un gène, c'est une portion d'ADN. Le rôle des gènes dans notre organisme, c'est de créer des protéines. Les protéines, ce sont en quelque sorte de petits ouvriers dans notre organisme. Eh bien, le gène LIN28 fabrique une protéine qui, par son action, entraîne la fabrication d'enzymes qui améliorent tous les transferts énergétiques de nos cellules. Elles assimilent plus vite les nutriments de nos aliments, le glucose par exemple, elles respirent mieux et toutes les réparations sont donc plus efficaces. On peut alors imaginer des traitements pour les personnes ayant subi de grosses opérations. Vieillir, c'est lorsque nos cellules n'arrivent plus à se régénérer. Contrôler très précisément l'activation de ce gène chez un humain, ce serait garantir la jeunesse éternelle. Non pas la vie éternelle, parce que rien ne vous empêcherait de mourir d'une maladie ou d'un accident de voiture par exemple, mais la jeunesse éternelle, oui. Fini les rides. Peut-être que nos enfants verront un jour des vieilles personnes avec le physique d'un jeune de 20 ans. Tout ça n'est pas pour demain, mais ça pose déjà de sérieux problèmes philosophiques. D'autres applications médicales ou militaires pourraient voir aussi le jour. Imaginez pouvoir contrôler la cicatrisation, ça devient intéressant quand on se met en tête de créer un commando de soldats hyper résistants. À suivre. Si vous voulez consulter l'étude complète, rendez-vous sur cell.com, rubrique archives, numéro 155. Voilà, rendez-vous donc sur cell.com. Merci Gabriel. Merci Gabriel. Et on suivra ça de près puisque c'est un sujet qui nous concerne tous, le vieillissement. C'est vrai. Même si on est encore de jeunes étudiants très frais. On pourra toujours mettre un peu de botox après. Voilà, je pense qu'on passera par ça. Voilà, exactement. On n'aura pas trop le choix. Allez, on retrouve maintenant Raphaël qui est toujours aussi barrée. Elle s'est penchée sur les actualités pas toujours très sérieuses de la société. Raphaël, on attend avec impatience vos nouvelles fraîches. C'est à vous. Radio Liprane.
Rubrique mode, un hipster est amputé des 2 mains suite à un tatouage Love and Hate sur les doigts. Kevin Michael avait décidé de faire comme les copains et viriliser son côté androgyne en s'offrant un tatouage pour son anniversaire. Oui, mais voilà, l'aiguille qu'il a piquée était infectée d'urine. Son propriétaire, un ami de bonne famille pourtant, n'a pas voulu donner d'explication. Une erreur fatale qui coûte les 2 mains du jeune hipster. Malheureusement pour lui, il ne pourra plus jamais rouler en fixie. Cinéma, 2 anciens présidents de la République française se lancent dans le porno gay en créant leur propre boîte de production vidéo. Old and Hot, traduisez vieux et chaud, avec des noms de scène scintillants. Vegeta et Jacques Chirac sont attendus au tournant. Depuis l'histoire avec les Didi de VGE et le départ de la politique de Chirac, les 2 acolytes semblent avoir retrouvé la forme de leurs 20 ans. À découvrir dans leur prochain film, Nous, Chichi et VG, séducteurs pineurs, sortie prévue en janvier 2014. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les habitants de la place Kléber. Le sapin de Noël légèrement courbé la semaine dernière s'est finalement abattu sur les immeubles avoisinant la place. Avec ses grosses boules rouges et sa pointe pointue, le sapin a détruit une dizaine de logements. Et attendez, on vient de l'apprendre, l'appartement de Caroline Sicard a été littéralement détruit. Oh mon Dieu! Un appel aux dons est d'ores et déjà mis en place pour la petite SDF. Bien sûr, vous pouvez retrouver ces informations sur Radio Liprane si vous voulez envoyer vos dons à Caroline qui en a bien besoin, la pauvre. Oui, la pauvre. Je pense Elle qu'il y pleure aurait déjà. bien une âme masculine qui l'hébergera. Qui sans l'hébergera, problème. oui. Avec Vous une êtes- contrepartie, peut-être. Peut-être. Vous êtes intéressé, Moi, Baptiste, je ou- suis intéressé parce que j'ai une machine à café, je déteste m'en servir. Ah oui, donc, et elle s'en c'est- sert très bien, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, donc Oui, ça elle pourrait fait le faire linge l'affaire. aussi, Elle fait ménage. tout. Linge, bien. Ah oui, c'est une femme. Ah bah C'est oui, vrai, Ah oui. ah bah bien oui, sûr, c'est vrai, bien c'est une femme. Mais vous n'êtes pas une femme, Raphaël, vous êtes tellement plus que ça. On vous retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Merci Raphaël. De rien. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Ah là là, je sais, vous êtes triste, hein. Oui. Mais vous inquiétez pas, nous revenons la semaine prochaine, si le dieu de l'info le permet, bien entendu. Merci Christophe, c'était encore une fois un réel plaisir de vous retrouver. Mais Baptiste, c'est aussi à moi de vous remercier, franchement. Flagorner, que de compliments entre nous. On finirait par croire qu'on est les futurs bataillés Fontaine. Aïe aïe aïe, ça fait une mauvaise comparaison. Mais comme vous dites, en tout cas, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis sur ce 2e numéro de Radio Liprane. Merci à nos équipes. Merci à Quentin en régie, toujours Merci, aussi Quentin. impérial, hein. N'oubliez pas que dans la semaine, pas besoin d'aller chez le médecin, l'automédication fonctionne très bien. Un petit mal au crâne, Mhm. allez sur les réseaux sociaux et sur le net et rejoignez-nous sur Radio Liprane. Oui, à la semaine prochaine. Donc, tout le monde, toujours à l'heure, toujours de bonne humeur. N'oubliez pas qu'on ne peut pas toujours croire les journalistes, car comme le disait Florence... Les gens des médias sont des chiens. Ah oui. Et demain matin, vous serez tous pendus. Pardon. Oh, toi, tu fais caca. Pendu. Mais dites-moi Baptiste, j'ai tout de même une dernière question, parce que vous n'avez pas pu y répondre la dernière fois. Allez-y. Alors, est-ce que c'est une bonne situation, ça, journaliste ? Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Merci à tous. À la semaine prochaine, et on vous souhaite une très belle semaine. Merci. Au revoir. La radio contre le mal de crâne. Radio Liprane.